Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Daniel Cap, vice-président de l'AT2E, très heureux de vous accueillir à ce quatrième et dernier webinaire, je dirais, monté avec l'ADEME sur la décarbonation de l'industrie, dans le cadre du plan de relance, bien entendu. Alors depuis environ 42 ans, l'AT2E travaille aux côtés de l'ADEME sur tout ce qui touche à l'efficacité énergétique, notamment ce qu'on appelait jadis les économies d'énergie, notamment dans le domaine industriel. Alors, ce matin, donc, on est très clairement sur la décarbonation. Alors, la décarbonation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une stratégie nationale bas carbone qui voudrait qu'en 2050, on vise la neutralité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les industriels, qui représentent aujourd'hui encore 20% à peu près des émissions de gaz à effet de serre de la France, il faudrait réduire de 80% leur empreinte carbone, je dirais. Donc, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Donc ça veut dire au moins quatre choses. D'abord, l'efficacité énergétique, donc l'économie d'énergie. Ça va être le premier appel à projet qui va être présenté. La chaleur bas carbone, donc en termes de chaleur renouvelable. L'électrification des procédés. Et puis sans doute aussi les matériaux bas carbone. Donc je remercie l'équipe de l'ADEME, Elsa Chaunet, Maxence Poisson, Sylvain Bordebeur et Guillaume Daille qui sont avec nous ce matin et qui vont vous faire cette présentation. Donc, je leur laisse la parole tout de suite, peut-être Elsa, pour prendre la suite. Merci Daniel pour cette introduction et encore une fois merci à la T2E pour l'organisation de tous ces webinaires. On arrive en effet à la fin. Ils nous permettent aujourd'hui de vous parler un peu de l'actualité liée au plan de relance et notamment son volet décarbonation de l'industrie en vous présentant les dispositifs qui sont portés par l'ADEME en 2020. Alors j'espère que vous voyez bien la présentation. Tout à l'heure, il y avait des petits problèmes pour moi. Alors, la présentation va s'organiser en 5 temps. Après une rapide introduction pour vous replacer un peu les dispositifs dans le contexte actuel, je vais me concentrer sur l'appel à projet Indus EE sur l'efficacité énergétique et je laisserai mes collègues vous parler de l'appel à manifestation d'intérêt Indus Décar sur la décarbonation de l'industrie, donc de manière plus large, et sur l'appel à projet BCIAT, donc la production de chaleur à partir de biomasse. Et on essaiera d'aller aussi vite que possible pour laisser un temps aussi long que possible à vos questions. Alors, la décarbonation de l'industrie, Daniel en a rappelé les enjeux au titre de la SNBC et le plan de relance en tient compte puisque c'est 1,2 milliard d'euros pour 2020, 2021, 2022 qui ont été octroyés à ce volet-là. Ils ont été répartis comme suit. En 2020, 200 millions d'euros répartis entre la chaleur bas carbone et la décarbonation de l'industrie via l'efficacité énergétique notamment. Et pour 2021-2022, le milliard d'euros restant, toujours réparti entre ces deux thématiques un peu élargies au-delà de l'efficacité énergétique et à la décarbonation de l'industrie de manière générale. Les dispositifs qui sont déjà ouverts depuis le 10 septembre, alors quand on dit déjà ouverts dès 2020, ça ne veut pas simplement dire qu'ils ont été ouverts, ça veut aussi dire qu'il y a une commande ministérielle d'engager et de contractualiser ces demandes d'aide dès 2020. L'objectif étant bien ici d'être un outil du plan de relance pour favoriser les investissements chez les industriels. Et donc d'autres dispositifs seront lancés en 2021. Petit tour rapide des dispositifs sur l'efficacité énergétique. Donc, il y a un appel à projet Indus EE, donc c'est une aide à l'investissement pour les projets d'efficacité énergétique dans l'industrie dont les investissements sont supérieurs à 3 millions d'euros. J'attire votre attention sur la période d'ouverture qui est très très courte. Donc, comme je vous l'ai dit, ça a été ouvert le 10 septembre et ce sera clôturé le 20 octobre. On est conscient que c'est très court pour vous. On ne s'attend pas à ce que vous montiez des projets de toutes pièces en ce temps imparti, mais c'est bien pour essayer d'aller chercher les projets qui étaient déjà en cours, qui étaient déjà bien avancés, qu'on a lancé cet appel à projet. Un autre dispositif va être prochainement lancé pour les projets dont les investissements sont inférieurs à 3 millions d'euros. Je ne peux pas vous en dire plus parce que tout est encore en train d'être calé. Concernant les autres thématiques, donc plus l'électrification, les nouveaux usages matières et toute autre technologie qui pourrait décarboner l'industrie au-delà de la simple efficacité énergétique, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt, dont l'objectif est de récolter vos projets. Il n'y a pas de financement en 2020, pardon. C'est pour ça que la clôture est un peu décalée, donc le 9 novembre. Pour les projets qui seraient matures et prêts dès 2020, on a laissé la possibilité de faire des contractualisations en gré à gré. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous.
Concernant la chaleur bas carbone, l'appel à projet BCIAT, donc un historique de l'ADEME, a été relancé et complété, en plus de l'aide à l'investissement, par une aide au fonctionnement grâce au plan de relance. Donc pareil, la clôture est le 20 octobre. Il avait également été annoncé un dispositif similaire sur les CSR, les combustibles solides de récupération. Finalement, il est apparu que c'était un peu plus complexe et un peu plus long à mettre en place, contrairement à la biomasse. Et donc, cet appel à projet a été décalé en 2021. Il y a peut-être un projet d'AMI pour cette année, mais encore une fois, rien n'est sûr. Et donc, pour 2021-2022, l'objectif est bien de garder ces appels à projets chaleur bas carbone, donc BCIAT et CSR, et d'élargir l'appel à projet efficacité énergétique aux autres thématiques de la décarbonation, donc suivant les résultats de l'AMI Indus Décar. Concernant l'appel à projet efficacité énergétique, encore une fois, petit zoom sur la période d'ouverture qui est très courte, autant pour vous pour déposer que pour nous pour instruire. On est conscient que c'est un exercice contraint des deux côtés. Donc, on est bien sur des projets d'efficacité énergétique dans l'industrie, donc pas le tertiaire et pas le secteur agricole non plus. Via des technologies matures, on n'est pas sur un guichet innovation, il y a d'autres guichets pour ça. Et les projets qu'on vise, c'est des projets qui ont un investissement, une enveloppe d'investissement supérieure à 3 millions d'euros. Alors, je ne parle pas ici de coûts éligibles à l'appel à projet, je parle bien des investissements totaux liés au projet. Je vous ai mis quelques typologies de projets qui sont éligibles. Donc, d'une manière générale, le remplacement ou la mise en place d'un équipement plus performant énergétiquement parlant. Le cas de la récupération de chaleur fatale qui vient donc compléter le volet chaleur fatale du fonds chaleur. Donc, tout ce qui n'est pas éligible au fonds chaleur fatale sera éligible à cet appel à projet. Et inversement, les deux dispositifs ne se recoupent pas, et s'additionnent. Il y a un micro qui est resté ouvert, si vous pouviez le couper, s'il vous plaît. Merci. Donc, typiquement, la récupération de chaleur fatale avec valorisation sur le même procédé qui n'est pas éligible au fonds chaleur sera éligible à cet appel à projet. Et de la même manière, la valorisation de la chaleur fatale via production d'énergie mécanique ou électrique, par exemple via un ORC, seront éligibles aussi. Donc, on vient bien compléter le dispositif du fonds chaleur. Deux modalités d'aide, de calcul de l'aide cette année, exceptionnellement. La première, elle est assez classique. On s'est basé sur le fonds chaleur fatale. La réglementation générale en matière d'encadrement communautaire nous donne, pour l'efficacité énergétique, les taux maximum d'aide suivants, donc 30, 40 et 50% selon la taille de votre structure. Ce taux d'aide sera appliqué à une assiette des dépenses éligibles, qui sera composée donc des coûts éligibles. Donc, dans les 3 millions dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va extraire les coûts éligibles, desquels on va retirer un investissement de référence. Alors, l'investissement de référence, c'est lié à la situation de référence. On a fait un webinaire là-dessus hier, donc je vous laisserai vous reporter aussi là-dessus pour de plus amples informations, même si j'en parlerai rapidement après. L'idée générale, c'est que les aides d'État ne peuvent aider qu'au surcoût, donc qu'à l'investissement supplémentaire par rapport à une solution qui ne ferait pas d'effort particulier en matière de performance énergétique. L'objectif est bien de vous aider à aller au-delà de la moyenne. On ne peut pas aider à plus que ça. D'où cette déduction de l'investissement de référence. Je vous en parlerai un peu après. On est également resté sur les mêmes modalités d'analyse économique que le fonds chaleur, avec l'analyse d'un temps de retour brut après aide, qui doit être nécessairement supérieur à 24 mois. Donc on est sur 18 mois côté chaleur fatale du fonds chaleur. L'objectif est bien d'uniformiser les deux et de passer à 24 mois pour les deux l'année prochaine. Ce temps de retour brut, il est composé du surcoût que vous supportez de l'investissement, donc c'est l'assiette des dépenses éligibles dont je vous parlais tout à l'heure, moins l'éventuel soutien C2E dont vous pourriez bénéficier pour ces projets-là. Parce qu'il faut bien noter que cet appel à projet est articulable avec les C2E, le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc articulable, ça ne veut pas dire nécessairement un cumul, mais ça veut dire que l'aide ADEME pourra être diminuée pour respecter le temps de retour brut supérieur à 24 mois. Voilà. Dans ce TRB seront également pris en compte les gains annuels générés par l'investissement, donc notamment les gains liés aux économies d'énergie que vous allez faire, et pour les sites qui sont soumis au système de quotas EUETS, les éventuels gains liés à la valorisation des quotas CO2. Avec les mêmes hypothèses économiques, donc de valorisation à 5,5 € du mégawattheure Qmac pour 2020 et 22,41 € la tonne de CO2. Donc c'est les mêmes hypothèses que dans le fonds chaleur. Elles seront révisées chaque année.
Pour vous parler un petit peu de la situation de référence, donc je pourrais y passer beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on a fait un webinaire dédié, mais là, je vais vous donner juste l'idée générale. L'idée, c'est que la situation initiale avant votre projet n'est pas nécessairement représentative de la performance énergétique je dirais, normale ou nominale de l'équipement. Donc, l'objectif de la situation de référence, c'est bien d'analyser, enfin de comparer ça, de comparer votre projet à une situation qui est, elle, représentative des performances de votre équipement. Pour ça, vous pouvez vous baser sur tout un tas de données, notamment donc pas du plus pertinent, mais du plus complet au plus exceptionnel, je dirais. Les opérations C2E standardisées font état de situations de référence qui sont, elles, éprouvées. Donc, vous pouvez parfaitement vous baser sur elles. Ensuite, il y a les différentes réglementations, et notamment les brefs sectoriels qui font état des meilleures technologies disponibles. Vous trouvez également beaucoup de données là-dedans. Des données sectorielles parce que les centres techniques et les fédérations font régulièrement, pour certains, des études sur la performance énergétique des équipements dans leur secteur. Ça peut aussi être une source de données importante. Si jamais vous ne trouvez pas dans ces trois briques-là des données intéressantes ou qui correspondent à votre projet, vous pouvez mener des comparatifs intra-entreprise ou intra-site. Donc, baser un benchmark sur des équipements que vous auriez dans plusieurs sites, des équipements similaires que vous auriez dans plusieurs sites ou sur un même site. Si vous avez plusieurs lignes de production sur un site, ça peut constituer une situation de référence. Et en dernier recours, et là j'insiste bien, c'est vraiment exceptionnel, la situation initiale, en l'absence de données, dans les autres briques, pourra constituer, sur la base d'une bonne justification, une situation de référence. Voilà. Les autres modalités d'aide aujourd'hui, l'autre modalité d'aide, elle est liée au contexte sanitaire actuel. C'est une enveloppe de 800 000 € qui a été débloquée par l'État dans le cadre de cette crise sanitaire. Elle a été utilisée potentiellement pour d'autres modalités, pour d'autres types d'aides. Je disais d'habitude chômage partiel, mais on m'a indiqué que ce n'était pas sur cette enveloppe que ça s'était servi. Donc, il appartient aux porteurs de projet de choisir entre ces modalités-là et les modalités que je vous ai présentées tout à l'heure avec les taux d'aide, selon ce que vous avez déjà perçu de cette enveloppe, sur cette enveloppe. Voilà. On a choisi de garder le critère du TRB supérieur à 24 mois, mais par contre, l'avantage, c'est que vous n'aurez pas de notion d'installation de référence et pas non plus de notion de taux d'aide. Voilà. Petit rappel sur le dossier de demande d'aide. Un volet administratif, donc directement sur la plateforme de dépôt Agir, que vous pourrez remplir en ligne. Un volet technique et un volet financier. Vu l'exercice contraint temporellement qu'on a, j'attire votre attention sur le fait que plus les dossiers seront explicites et complets, donc plus facile l'instruction sera pour nous, et notamment ça limitera bon nombre d'allers-retours entre vous et nous. Et c'est souhaitable autant pour nous que pour vous, pour une instruction en 2020. Concernant le volet technique, à quoi il va nous servir ? Il nous sert dans un premier temps à comprendre le contexte de votre site. Donc, quelle est l'activité du site, quels sont les enjeux et les contraintes de décarbonation. Chaque site est différent. Quels process vont être impactés ou non par le projet d'efficacité énergétique. Et dans un deuxième temps, ce volet technique nous permettra de comprendre votre projet, donc son objet et ses différents objectifs, énergétiques évidemment, environnementaux et économiques et sociaux. Ensuite, évidemment, la description technique du projet, donc la situation initiale, la situation finale, la fameuse situation de référence, mais également les technologies que vous allez mettre en place, leurs performances, les études qui ont mené au choix de ces technologies. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble et de bien comprendre ce que vous allez faire. Et enfin, évidemment, les gains énergétiques en énergie primaire et les gains d'émissions de gaz à effet de serre. Sur le volet financier va nous permettre d'établir 3 éléments. Donc déjà, l'assiette sur laquelle va s'appliquer le taux, donc en déterminant les coûts éligibles dans votre enveloppe des 3 millions, et l'investissement de référence. Ensuite, ça va nous permettre d'analyser aussi votre plan de financement. Est-ce que vous prévoyez de l'autofinancement, combien d'aides ADEME vous auriez besoin, les éventuelles autres aides ou soutiens, typiquement les C2E,
que vous pourriez demander. Ça nous permet de vérifier les modalités d'articulation avec les C2E d'une part et les modalités de cumul d'aides publiques avec les autres éventuelles aides. Et enfin, ça nous permet aussi pour le calcul du TRB de déterminer les gains, donc associés aux économies d'énergie et aux quotas CO2, notamment en se basant sur les factures des 12 derniers mois pour savoir à quel prix vous payez votre énergie. Il a été choisi de ne pas se baser sur un prix marché, mais bien sur le prix réel payé par chaque industriel. Les critères sur lesquels vos dossiers vont être évalués, donc bien sûr le critère d'efficacité énergétique, critères de performance environnementale, donc de manière un peu plus globale, est-ce que ce projet s'inscrit bien dans le cadre de la stratégie de décarbonation du site, de l'entreprise, quelle ambition il a. Et enfin, un critère de cohérence et d'ambition industrielle et environnementale, donc parce qu'on est bien sur un outil plan de relance, l'objectif c'est bien ça. Donc quel est l'enjeu pour votre site et quel est l'enjeu pour le territoire, donc en termes d'emploi, en termes d'attractivité, et également en termes de suivi des installations, ce genre de choses. On regardera bien évidemment, comme à chaque fois, l'efficacité de l'aide publique, donc en euros par tonne de CO2 évité, pour veiller à bien dépenser les deniers publics. Je vous ai beaucoup parlé de ce qui était éligible, je vais maintenant me concentrer sur ce qui ne l'est pas. Donc en premier lieu, on est bien sur les mêmes modalités que d'habitude. Il n'y a pas de rétroactivité spéciale Covid. Les opérations qui peuvent être aidées sont les opérations dont les investissements ne sont pas commencés ou dont les commandes n'ont pas eu lieu. C'est bien la date de dépôt de demande d'aide qui fait foi. Il y a bien ici une notion de rôle actif et incitatif de l'aide publique. Les aides d'État n'ont pas vocation à aider à une mise en conformité avec une réglementation, donc il vous appartiendra de justifier que ce n'est pas une mise en conformité. Ensuite, tous les équipements qui consommeraient en tant que combustible du fioul ou du charbon ne sont pas éligibles. Il apparaît évidemment contre-productif, notamment au titre de la SNBC, de continuer à favoriser ces technologies-là. Typiquement, l'amélioration d'une chaudière fioul ne sera pas éligible. Et enfin, de la même manière que sur le fonds chaleur, les opérations qui portent sur les équipements d'appoint et de secours ne sont pas éligibles. Ensuite, si jamais votre projet est éligible à un autre fonds de l'ADEME, le fonds chaleur ou le fonds économie circulaire, ça veut dire que vous n'êtes pas éligible à cet appel à projet. Ils ont été construits de façon à ce que les thématiques ne se recoupent pas. Donc, ça vous permet aussi de mieux vous diriger, normalement. Et enfin, si vous êtes éligible à des soutiens à la recherche, développement ou innovation, la RDI, encore une fois, ce n'est pas le bon guichet. Et a priori, le meilleur guichet pour vous serait plus côté programme d'investissement d'avenir, PIA, soutenu par l'ADEME. On est bien ici sur des technologies matures. Si vous avez des projets un peu entre deux fonds, qui ont plusieurs volets, plusieurs facettes, n'hésitez pas à nous contacter. On déterminera avec vous le meilleur guichet adapté à votre projet. Quelques petits points d'attention. Donc les énergies fossiles, je vous ai parlé du charbon et du fioul. Concernant les autres énergies, typiquement le gaz naturel, on a laissé la possibilité d'éligibilité de ces projets. Typiquement, l'amélioration d'une chaudière gaz naturel serait éligible. Maintenant, on attend une justification explicite de pourquoi vous n'êtes pas passé à une solution décarbonée, typiquement l'électrification ou les énergies renouvelables. Ensuite, pour les projets qui utiliseraient des énergies fossiles en tant que matière première, là, il y a donc des process essentiellement, donc là, il n'y a pas de souci, c'est bien éligible. Ah, j'ai un petit souci de partage. Pause. Toilette publique. C'est bon. Alors, concernant le montant d'investissement de 3 millions d'euros, donc comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur des dépenses éligibles, mais sur des dépenses totales. Et on vous a également laissé la possibilité de déposer une grappe de projets dont l'investissement total représenterait au minimum 3 millions d'euros. On est bien par contre sur des projets sur un même site, donc sur un même SIRET, pas sur un même SIREN. Donc une grappe de projets dont certains seraient sur d'autres sites ne seraient pas éligibles. Je vous rappelle également donc, la forte articulation tant sur la thématique que sur les financements avec le dispositif des C2E et également l'absence de rétroactivité exceptionnelle liée au contexte sanitaire. Et je conclus, avant de laisser la parole à mes collègues, sur quelques questions que vous devez vous poser pour savoir si cet appel à projet il est bien fait pour vous en 2020.
Donc, est-ce que votre projet est bien lié à l'efficacité énergétique? Est-ce que vous êtes bien dans le thème? Est-ce que les investissements sont bien supérieurs à 3 millions d'euros? Est-ce que vous êtes capable de prendre cette décision d'investissement, c'est-à-dire de signer le contrat avec l'ADEME avant la fin de l'année? Donc, si votre comité d'investissement est en 2021, ça ne marchera pas. Il faudra mieux revenir en 2021. On n'est pas sur le même timing. Et enfin, est-ce que vous avez bien noté que la situation de référence était un élément clé du dossier et qu'il faudra vraiment bien l'expliciter pour garantir que votre dossier soit bien reçu en 2020? Voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre direction régionale ADEME ou à nous contacter à cette adresse mail décarbonation.industrie@ademe.fr. Et voilà. Et là, je laisse la parole à Maxence pour l'AMI. Oui, bonjour à tous, merci Elsa. Pour ma part, je vais vous parler de l'AMI Indus Décarb. Donc, slide suivant, oui, s'il te plaît Elsa. Voilà, merci. Donc, on parle maintenant d'un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc, tout d'abord, il faut bien noter qu'il n'y a pas de financement en 2020 concernant cette AMI, et que ce n'est pas un AAP pour 2020, car le dispositif à mettre en place est assez complexe et les contraintes de délai, donc en 2020, sont assez restreintes. Donc on a choisi de faire un AMI dans ce cadre-là pour ainsi aider vos projets pour 2021-2022 qui seront peut-être mis en place par la suite. Donc l'objectif de cette AMI, bien sûr, est de tout d'abord d'identifier les projets qui ne sont pour l'instant pas sur des thématiques inclus dans les autres AAP. Et avec ces premières identifications, on pourra par la suite définir du coup les dispositifs d'aide qu'on pourra mettre en place dès 2021, après avoir identifié tous les projets que vous aurez déposés sur cette AMI. Je vous rappelle ici que bien sûr la clôture est un peu plus prévue plus tard, donc le 9 novembre 2020 par rapport aux AAP, car il n'y a pas de financement, et du coup l'ouverture est repoussée au 9 novembre pour avoir plus de temps pour déposer vos dossiers dans ce cadre de l'AMI. Donc je vous rappelle, bon, ça c'est pour aujourd'hui la date, bien sûr, que si vous avez déjà des projets qui sont matures et bien aboutis, et que vous êtes prêts du coup à engager en 2020, avant la fin 2020, vous êtes du coup demandé à vous manifester auprès de l'adresse mail, bien sûr, avant aujourd'hui, pour étudier ainsi vos dossiers et voir si on peut le passer en gré à gré pour 2020. Alors, slide suivant. Merci. Alors, je vais vous rappeler ici donc le cadre de cette AMI plus précisément. Donc, le périmètre, bien sûr, concerne les solutions et les technologies matures, avec un enjeu de décarbonation des émissions directes des procédés ou utilités sur un site industriel. Donc, je précise bien donc sur un site industriel. Donc, tout ce qui est concerné là dans cette AP, cette AMI, se concerne les sites industriels uniquement. Et dans ce cadre-là, on répond au pacte productif qui a été travaillé avec vous, et ainsi également pour les objectifs de la SNBC. Donc particulièrement un sujet qui est évoqué pour atteindre l'objectif de la SNBC concerne l'électrification des procédés, et également il y a un son parasite. Je ne sais pas si vous pouvez couper votre micro. Bon, merci. Donc oui, je parlais du coup, donc un vrai sujet pour atteindre les objectifs de la SNBC, eh bien, concerne bien l'électrification et également les nouveaux usages matières, donc comme par exemple les nouveaux usages de matériaux dans le secteur de la cimenterie, comme en remplaçant le clinker par exemple pour décarboner l'industrie. Donc c'est pas une question là d'énergie, mais c'est bien une question de décarbonation. Également donc toutes les autres solutions qui conduisent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont inclus dans ces périmètres de l'AMI. Et je vous rappelle également que pour donc, des projets d'électrification et d'efficacité matière qui conduisent à une réduction de la consommation énergétique primaire dans ce cas-là, est bien sûr éligible dans l'AAP qui a été présentée précédemment par Elsa.
Pour aller brièvement donc sur les dossiers à déposer, donc dans le cadre d'un AMI, donc sont beaucoup plus brefs, légers comparé aux dossiers à déposer dans le cadre de l'AAP. Donc on garde sur le même principe dans le cadre de cet AMI. De toute façon, donc c'est en fait on cherche à identifier vos projets pour définir des dispositifs pour les années suivantes. Donc il faut vraiment bien expliciter dans vos dossiers donc les activités de votre site et technologies et équipements bien sûr pressentis dans le cadre de la décarbonation, tout en nous expliquant, bien sûr, dans ce cadre-là, vos données économiques qui concernent bien évidemment le CAPEX et même si vous êtes concerné par les OPEX pour avoir le maximum d'informations et bien sûr, un point essentiel qui concerne les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Je vous rappelle également ici que, par exemple, donc dans le cas de l'électrification ou des nouveaux usages matières, on demande aussi des caractères particuliers à ces dispositifs, comme par exemple voilà, le profil de consommation électrique ou les flexibilités que vous pouvez avoir dans le cadre de l'électrification et aussi pour les usages matières, voilà, des consommations de nouvelles matières concernées dans le cadre de votre projet. Donc tout ça est bien explicité dans les dossiers, du coup dans les dépôts de dossiers. Et voilà, il faut bien expliciter au maximum tous vos dossiers pour 2020 pour avoir le maximum de dispositifs disponibles en 2021. Donc merci beaucoup et je vais laisser la parole à Sylvain pour vous parler de l'AP BCIAT. Oui, bonjour à tous. Donc du coup, je vais faire un point spécifiquement sur la chaleur bas carbone et donc à partir de biomasse dans le cadre de l'appel à projet BCIAT, donc qui s'inscrit à la fois dans le fonds chaleur et dans le fonds décarbonation. On est sur un dispositif donc qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, donc avec finalement une assez forte antériorité et des retours d'expérience. Et là, la nouveauté principale qu'on va évoquer, c'est le fonds décarbonation qui vient sécuriser et optimiser finalement la solution biomasse face aux énergies fossiles qui sont encore aujourd'hui assez compétitives. Alors le premier point, donc c'est au niveau date de clôture, donc on est pareil sur le 20 octobre, sachant que, donc je le dis tout de suite parce que c'est souvent une question qui nous est posée, il y aura évidemment ce dispositif s'inscrit dans le cadre du fonds décarbonation pour 3 années, donc il y aura des sessions en 2021 et en 2022. Et le deuxième aspect, c'est les projets qui ne sont pas encore réalisés aujourd'hui, donc qui ont été, on va dire, engagés dans les 2 dernières années, c'est-à-dire de 2018 à 2020, peuvent solliciter directement une aide auprès de l'ADEME sans forcément redéposer directement un dossier au niveau administratif. Et puis là, une adresse de contact spécifique, donc boenergie@adem.fr pour tous ces projets biomasse. Alors, si on fait rapidement un zoom sur l'intérêt de basculer sur la biomasse, la première chose, c'est qu'on a la possibilité sur ce secteur-là, on est sur des approvisionnements nationaux, enfin même régionaux, donc des contrats qui sont sur du long terme et donc une meilleure visibilité des coûts de production par rapport aux énergies fossiles qui sont beaucoup plus fluctuantes et beaucoup plus soumis à des marchés internationaux. Deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on a plus de 10 ans d'antériorité sur ce dispositif et historiquement, c'est une technologie qui était fortement utilisée par l'industrie du bois. Donc, on n'est pas sur quelque chose de ultra innovant au sens où c'est des technologies qui sont utilisées et qui permettent de répondre à quasiment l'ensemble des besoins industriels, que ce soit de la vapeur haute pression, de l'eau chaude, de l'air chaud et même sur certains fours. Alors après, il peut y avoir certaines technologies un peu spécifiques à flamme directe où là, la biomasse va pas forcément être adaptée. Mais de façon, on va dire générale, on peut trouver une solution biomasse à son usage, en fonction de son usage. Le troisième point assez essentiel, alors je reviendrai dessus au niveau des plans d'approvisionnement, c'est de garantir la ressource. Alors on a la chance, on est un pays à la fois très forestier, avec une industrie du bois bien présente. On est aussi un pays agricole où on a donc pas mal de sous-produits de ces filières. Et donc, quel que soit le territoire où on se situe en France et même sur les départements d'outre-mer ou les communes d'outre-mer, on a la possibilité d'avoir des ressources. La seule chose, c'est qu'il faut garantir la préparation et la qualité de ces ressources-là. Ça ne suffit pas forcément d'avoir à proximité de la ressource forestière. Il faut évidemment une structuration de ces filières et donc des fournisseurs organisés capables de vous garantir les ressources sur le long terme.
Quatrième point, l'aspect performance environnementale. Alors sur deux aspects. Le premier aspect, c'est évidemment la décarbonation. Donc là, on est sur le cycle de la filière forêt-bois ou sur le cycle des filières agricoles. Donc là, on évite les émissions liées aux énergies fossiles. Donc tout particulièrement quand on substitue le charbon ou le gaz, donc avec une division par 10, notamment dans le cas le plus favorable. Et puis, l'autre aspect, c'est d'avoir des technologies d'abattement, des technologies récentes, notamment pour tout ce qui est poussière et dioxyde d'azote. Donc là, on est assez vigilant dans l'instruction des dossiers pour que les projets qui sont montés avec de la biomasse utilisent les meilleures techniques disponibles actuelles sur ces deux aspects. Et donc, dernier aspect, l'aspect financier, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez bénéficier, dans le cadre de cet appel à projet et donc de ceux qui seront des sessions prochaines en 2021 et 2022, à la fois du fonds chaleur pour la partie aide à l'investissement et du fonds décarbonation pour la partie aide au fonctionnement. Donc là, on a vraiment, je dirais, une capacité à accompagner un grand nombre de projets. Elsa, si tu passes. Ouais. Alors, les points essentiels d'un projet biomasse, je l'ai un petit peu dit juste avant, mais je réinsiste un petit peu. Premier aspect, c'est le lien direct avec d'ailleurs les autres appels à projets, c'est la démarche d'économie d'énergie en amont. On a tout intérêt, même si on est sur de la biomasse, qu'on a une ressource importante au niveau national, on se doit d'abord de commencer par faire de l'efficacité énergétique. C'est de toute façon ce qui est le plus intéressant sur le plan retour financier. Et donc, on est vigilant à que les deux audits énergétiques aient été menés en amont et qu'on ait conduit, ou en tout cas qu'on ait un plan d'action sur ce volet-là. Le deuxième aspect, c'est qu'on va derrière essayer d'optimiser au maximum le dimensionnement thermique de l'installation biomasse pour qu'elle tourne le plus à régime continu. On n'a aucun intérêt à avoir une installation biomasse qui est surdimensionnée au niveau de la puissance, déjà parce que ça va entraîner des surcoûts d'investissement importants. Et puis derrière, on risque d'avoir des difficultés de fonctionnement dès lors qu'on descend en dessous, en gros, d'un taux de charge à 25-30%, c'est-à-dire que si vous êtes en dessous de 25% de la puissance nominale, vous risquez d'avoir une installation qui va générer plus d'imbrûlés et globalement des rendements dégradés, voire même des difficultés de fonctionnement. Troisième point, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est le plan d'approvisionnement. C'est un point essentiel qui est validé au niveau régional par les cellules biomasse. Évidemment, quand on est sur des projets qui vont consommer plusieurs dizaines de milliers de tonnes, voire peut-être même parfois jusqu'à 100 000 tonnes, il est très important de garantir la pérennité de ces ressources. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas forcément une problématique de ressources en soi, on en a beaucoup sur le territoire à mobiliser. Ça va effectivement des produits forestiers jusqu'à tout ce qui est produit bois en fin de vie, mais il faut évidemment le caler avec les différents fournisseurs et avec un point essentiel, c'est la qualité de la ressource en fonction de l'installation que vous mettez en place. Avant-dernier aspect, les systèmes de traitement des fumées, j'en ai dit quelques mots. Alors, un point de vigilance complémentaire, vous avez des zones aujourd'hui en France avec une vigilance accrue, c'est les plans de protection de l'atmosphère. Dans ces zones-là, évidemment, il faut se rapprocher des organismes en charge de ces sujets-là, donc ça peut être notamment la DREAL, pour s'assurer des réglementations locales qui peuvent être mises en place et que le projet garantisse des performances élevées et anticipe des évolutions réglementaires possibles dans les prochaines années. Et puis effectivement, dernier point, l'optimisation du montage technique et financier, c'est essentiel. C'est pour ça que, évidemment, il y a une fenêtre de tir à très court terme le 20 octobre. C'est, comme l'a dit Elsa, on est plutôt sur des projets qui sont déjà étudiés ou qui sont déjà avancés dans leur réflexion. Donc il y aura d'autres sessions en 2021. Le but, c'est pas forcément de se précipiter, c'est de conduire correctement vos études. Sur un projet biomasse, on a quand même besoin de mener différentes études. Vous avez vu, là, j'insiste sur quelques points essentiels. Et donc, ça veut dire que l'ADEME peut d'ailleurs vous accompagner sur tout ce qui est aide à la décision. Donc c'est en région, vous avez la liste de nos correspondants dans le cahier des charges. Donc vous pouvez mener des études qui peuvent être accompagnées financièrement et techniquement par l'ADEME. Donc voilà, je vous encourage à ne pas vous précipiter parce qu'il y a une fenêtre de tir au 20 octobre, mais aussi, il y aura d'autres sessions.
Donc, dernier point, les engagements. À partir du moment où on met en place le contrat, on a un engagement sur la production thermique à partir de biomasse et le respect du plan d'approvisionnement pendant 15 ans dans le cadre justement de ce fonds décarbonation c'est une aide qui sera versée pendant 15 ans. Alors, les nouveautés principales, c'est cette aide complémentaire au fonctionnement. Cette aide, elle est donc versée pendant 15 ans. Alors, j'ai une toute petite réserve quand même. On est en cours de notification à la Commission européenne, donc il faut qu'on ait une validation de ce dispositif pour qu'il puisse être totalement opérationnel. Mais donc c'est pour ça qu'on anticipe la finalisation de cette notification. Cette aide, elle va être donc versée pendant 15 ans avec un ajustement en fonction de l'évolution de deux paramètres principaux, le prix du gaz et le prix de la tonne de CO2. Donc, si le prix du gaz évolue à la baisse, l'aide peut être amenée à augmenter. Si le prix du gaz évolue évidemment à la hausse, l'aide va diminuer et peut même amener à être nulle si le prix du gaz est très important ou que la tonne de CO2, pareil, devient très, très importante. L'aide est réservée aux projets industriels au sens de la nomenclature au sens des codes NAF de l'industrie manufacturière et pour des projets donc de plus de 12 000 MWh par an, ce qui est le seuil depuis 10 ans dans le cadre de cet appel à projet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les projets qui ont candidaté entre 2018 et 2020 peuvent faire une demande directement par mail en démontrant toujours le caractère nécessaire et incitatif. Ça, c'est un point fondamental, mais ça se fait donc directement en joignant éventuellement quelques documents à la clé sur le plan économique. Mais voilà, on vous demande uniquement un argumentaire pour justifier cette aide complémentaire. Ouais. Alors, les étapes de validation, la première chose, c'est qu'évidemment, on contrôle l'éligibilité suite à la réception des projets. 2 points, vous voyez, une partie qui part sur des logiques de contrôle de plan d'appro. Donc, quand on dit contrôle, c'est en tout cas validation des plans d'approvisionnement par les cellules biomasse au niveau régional. Donc, ça se fait avec parfois quelques allers-retours avec le porteur de projet pour s'assurer des garanties qui sont apportées par les différents fournisseurs. Et puis de l'autre côté, une fois que les projets sont passés sur ce volet-là, ou en parallèle plutôt, on va classer les projets en fonction de l'aide en euros publics investis par tonne de CO2 évité. Donc évidemment, les projets qui demandent le moins d'aide ramenée à la tonne de CO2 seront prioritaires par rapport à ceux qui sont plus élevés sur cet indicateur-là. Et à partir de là, nous, on va aussi finaliser les analyses économiques des projets pour valider le niveau d'aide, notamment par rapport à la notification européenne, donc pour justifier que cette aide-là permet bien un équilibre économique du projet et n'est pas surévalué non plus. Et puis à la fin, donc on finalise les projets, on les contractualise. Donc d'ici la fin de l'année pour la partie aide à l'investissement et peut-être début d'année prochaine pour la partie aide au fonctionnement, en lien avec la notification européenne. La méthode d'analyse économique, c'est une analyse économique qu'on fait depuis de nombreuses années. On compare en fait les coûts de la référence, donc une solution gaz standard à de même puissance, avec la même production, des rendements à peu près équivalents, enfin on considère un rendement légèrement supérieur sur la solution gaz par rapport à la solution biomasse. On va faire la somme des différentes charges, donc évidemment les coûts de combustible. Donc côté biomasse, on va même rajouter aussi des coûts de combustible liés à l'électricité des auxiliaires. Les coûts de maintenance qui sont évidemment plus élevés sur la solution biomasse que sur la solution de référence. Et puis, avec ces sommes des coûts, on va avoir donc les différentes charges d'exploitation et on va derrière rajouter la partie investissement pour pouvoir comparer les projets en coût global et déterminer aussi par ailleurs un taux de rentabilité interne des projets et fixer derrière un niveau qui semble raisonnable pour les différents projets. Alors, le point important, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance sur cette partie biomasse d'avoir un grand nombre d'installations de référence dans quasiment tous les secteurs d'activité. Enfin, quand je dis tous les secteurs d'activité, en tout cas, de nombreux secteurs d'activité, beaucoup d'ailleurs dans le secteur agroalimentaire, dans le secteur bois, papier, carton, dans différents autres secteurs, même des secteurs, je pense notamment par exemple à Airbus qui a fait plusieurs installations. Et donc aujourd'hui,
on a, je dirais, quel que soit le type d'usage, pour un porteur de projet, il peut se revenir vers nous parce qu'on sera en capacité de lui trouver des installations équivalentes ou même de le rapprocher de certains industriels qui pourront faire part de leur expérience. Donc voilà pour la biomasse et donc les quelques liens que vous avez sur la slide pour avoir un peu plus d'informations. Évidemment, on est à votre disposition pour compléter si vous avez un projet. Alors, excusez-moi pour les petits soucis de présentation. Donc, je vous ai remis ici les dates passées des webinaires qu'on a organisés. Les vidéos, comme l'a dit Daniel, sont disponibles sur le site de la T2E, donc n'hésitez pas à vous y référer. Et on va également mettre en ligne une foire aux questions sur ces mêmes pages AT2E. Voilà. Et il y a également il y a les webinaires de présentation des dispositifs, mais également celui sur les installations de référence qui a eu lieu hier. Voilà. Et donc maintenant, à vos questions. Oui, donc je reprends la main. Merci Elsa. Je vais lister toutes les questions que vous avez posées pendant le déroulé de la présentation. J'imagine bien que vous allez avoir d'autres questions qui vont arriver à partir de maintenant. Si on n'a pas le temps de tout traiter, comme vient de le dire Elsa, on les traite au niveau des questions-réponses qu'on prépare. Et puis j'ai vu, voilà, vous avez un certain nombre d'adresses email de l'ADEME vers qui vous pouvez vous retourner également si vous avez besoin de plus de précision. Je repars du début de la présentation sur l'AAP Indus avec une question assez générale. Pour bien comprendre la différence entre l'AAP efficacité énergétique et l'AMI Indus d'écart, la personne note les deux concernent en effet des projets d'électrification et de nouveaux usages de matière. Donc, est-ce que vous pouvez clarifier? Alors, la différence. Oui, alors la différence majeure entre les deux dispositifs, c'est que l'AAP va pouvoir vous fournir une aide à l'investissement, alors que l'AMI, il n'y a pas de question de financement en 2020. L'AMI, c'est surtout pour dimensionner un appel à projet justement global pour toutes ces thématiques en 2021. Ensuite, on est conscient que dans l'appel à projet efficacité énergétique, on va avoir des projets d'électrification et des projets nouveaux usages matières. Donc, il est en effet possible qu'on se recoupe un petit peu sur les thématiques. C'est surtout qu'il y a des projets qui ne présentent pas d'efficacité énergétique, mais présentent bien des économies en matière de gaz à effet de serre. Et donc, on a préféré les écarter pour le moment pour pouvoir dimensionner au mieux l'appel à projet pour l'année prochaine. J'ai ensuite des questions concernant alors, les situations de référence et le dispositif des C2E. Où pouvons-nous trouver le webinaire sur les situations de référence? Donc là, Elsa, comme vous l'a dit, ça va être mis ou ça a été mis en ligne hier, puisque le webinaire avait lieu le 29, sur le site de la T2E. Et là, je m'adresse à Patricia, je pense qu'on pourra envoyer le lien dans le mail qu'on vous adressera avec post-événement. Je ne sais pas si… Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait possible. Merci beaucoup, comme ça vous facilite la recherche. Oui. Très bien. Et si jamais vous avez des questions un peu particulières, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on traite en bilatéral. Ça nous évitera beaucoup d'allers-retours après la date du 20 octobre. Donc, tout ce qu'on peut traiter en avance, c'est mieux. Sur l'AAP Indus toujours, dans le cas d'une nouvelle installation qui sera ajoutée à un process de production, entre parenthèses, la nouvelle installation visant explicitement la réduction des émissions de CO2, la situation de référence peut-elle être la situation initiale, entre parenthèses, process actuel, sans la nouvelle installation? Alors, Guillaume, je ne sais pas si tu veux intervenir. Alors, donc les nouvelles installations sont éligibles, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour moi, ce ne sera pas la situation initiale, la situation de référence. Ok. Ouais, je ne sais pas si Guillaume nous entend, il a peut-être un souci de connexion. Du coup, j'enchaîne avec une question un peu plus générale. Pouvez-vous repréciser l'articulation avec le dispositif des C2E? Alors, on est sur le même type d'articulation que le fonds chaleur. Donc, dans l'analyse économique, on va prendre en compte le volume de C2E que vous allez nous fournir, donc un volume prévisionnel contractuel avec un délégataire ou un obligé. Ce volume, nous, on va le valoriser à 5,50 € du mégawattheure Qmac. Et donc, de là va être donc calculé un soutien C2E qui va être donc dans le calcul du TRB. Alors, je remonte rapidement.
J'y arrive là. Voilà, et donc il va être au numérateur du TRB. Et donc, les C2E vont influencer le TRB et nous, on pourra moduler l'aide ADEME pour être sûr de respecter le critère du TRB 24 mois. Merci Elsa. D'autres dispositifs existent pour soutenir des secteurs en particulier. Donc là, la personne cite le secteur automobile. Peut-on soumettre le même dossier sur les deux dispositifs et comment se fait l'arbitrage entre les deux sources de financement? Alors, comme ces dispositifs sont assez nouveaux, on n'est pas forcément au fait des modalités de cumul de ces aides-là. N'hésitez pas à déposer et on traitera aussi en fonction des dossiers qui arrivent et des éventuels cumuls d'aides publiques qui se présenteront. Merci. Dans le cas d'un projet de récupération de chaleur, est-ce que la subvention peut être versée à l'entreprise réalisant les travaux ou le bénéficiaire est-il obligatoirement le client final? Alors, le bénéficiaire de l'aide sera toujours celui qui investit pour la simple et bonne raison qu'on finance sur justification par des factures. Donc, celui qui paye les factures sera celui qui bénéficiera de l'aide. Après, il vous appartient donc de contractualiser avec le client final et de voir comment cette aide est répercutée dans le cadre de votre partenariat. Alors, j'ai une question, même 3 questions calendaires. La première, c'était une personne qui demandait un éclaircissement sur 2 dates évoquées, qui étaient le 20 octobre et le 31 décembre pour l'AP efficacité énergétique. Alors, 20 octobre, c'est la date de clôture. Après cette date, vous ne pouvez plus déposer de projet. Et le 31 décembre, c'est la date limite pour contractualiser avec nous. Donc là, ça dépendra aussi un peu de nous, donc de l'instruction et de la contractualisation avec vous. Parce que comme dès 2021, on a une nouvelle enveloppe et potentiellement peut-être des petits changements dans les modalités, on ne sera pas sur le même appel à projet. Donc l'objectif est de contractualiser avant le 31 décembre. 2 questions de calendrier concernant le fonds décarbonation industrie. Quels sont les délais d'exécution des projets qui seront lauréats des AAP, démarrage et réalisation nécessairement en 2020-2021? Et deuxième question, avez-vous de la visibilité sur les prochaines échéances et guichets des AAP décarbonation de l'industrie? Alors, concernant les échéances pour 2021-2022, non, on n'a pas encore précisé, en interne en tout cas, les modalités et les dates d'ouverture et de clôture. Et concernant la réalisation des travaux, il faut que les travaux aient commencé dans les 36 mois qui suivent la convention, la signature de la convention. 2 questions concernant l'aide de 800 KE. J'avais compris que le choix numéro 2, aide de 800 KE, n'est pas possible pour les projets déposables au 20 octobre. Vous confirmez? Non, alors je ne sais pas où vous avez entendu cette information-là. Les 2 modalités d'aide sont possibles pour cet appel à projet. C'est à vous de décider, mais uniquement pour 2020. 2021, il n'y aura plus ce dispositif exceptionnel. Pourriez-vous revenir rapidement sur le budget de 800 KE débloqué dans le contexte de la crise sanitaire? Ces aides s'articulent-elles avec l'AAP efficacité énergétique? Comment en bénéficier? Concerne-t-elle uniquement les projets supérieurs à 3 millions d'euros? Alors, cette enveloppe de 800 000 euros est plus large elle n'a aucun rapport avec la décarbonation de l'industrie précisément. Ça a été utilisé dans de nombreux cas d'aide à côté. Et ici, il n'y a pas de question d'articulation parce que vous pouvez choisir soit de bénéficier de l'AAP Indus avec le choix 1 de calcul de l'aide, donc avec l'assiette éligible et le taux, soit vous pouvez choisir justement cette aide exceptionnelle sur laquelle il n'y aura pas de notion d'installation de référence ou de taux d'aide. Si jamais, si vous n'avez pas bénéficié encore des 800 000 euros, si on peut vous verser 800 000 euros tout en respectant le critère de TRB 24 mois, on le fera. Alors, une personne cite un document ADEME, mais je n'ai pas le nom du document. Il cite simplement qu'il est écrit « Seules les dépenses dont la date d'engagement est postérieure à la date d'accusé de réception du dossier de candidature seront prises en compte par l'ADEME ». Donc la question est, pour un projet mature, cela ne revient-il pas à rendre inéligible la majeure partie des coûts? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Là, je la remets dans le chat. D'accord. Un projet mature peut-être dans le sens très avancé dans la réflexion et prêt à être déposé. C'est vrai qu'il y a des projets qui donc auront déjà mené des investissements et ceux-là, on ne pourra pas les prendre en compte. Maintenant, si vous n'avez pas commencé les investissements, on pourra évidemment prendre tous ces investissements-là en compte. Ok, je l'ai remis dans le chat si la personne veut préciser sa demande, si on a répondu à sa question. Est-ce que les projets portant sur l'énergie venant des atomes sont éligibles?
Oula, alors c'est la question précise du jour. Je pense Oui. il me faut plus de D'accord, d'accord. Bah, apparemment, je sais pas. Voilà, il y a eu alors un j'ai petit cru entendre quelqu'un, mais ça s'est arrêté. Oui, non, je pense que c'était un problème micro. Très bien. Bon, en tout cas, je ne peux pas vous répondre comme ça. Il me faut un peu plus de détails sur le projet, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais a priori, pas de ségrégation de ce côté-là pour les atomes. Les investissements pour réduire la consommation d'énergie dans les serres peuvent-ils être éligibles? Dans les serres, alors là, si je ne me trompe pas, on est bien sur le secteur agricole et pas sur le secteur industriel. Donc là, je pense que ma réponse va être non. Sur un projet de réduction de GES à 400 KE, quelle aide demander? Alors pour ces c'est vrai qu'en dessous de 3 millions, pour le moment, donc il y a le dispositif des. Enfin, il y a un dispositif qui va être lancé prochainement sur la base d'une liste d'équipements éligibles. Donc potentiellement, ça ne correspondrait pas forcément à votre projet. Maintenant, il y a aussi toujours le dispositif des C2E qui pourrait très bien faire l'affaire potentiellement. Les groupes énergétiques de secours propres verts dans l'AP Indus EE ont été exclus. Y a-t-il une raison particulière? On a choisi de se concentrer sur l'outil productif et pas sur les équipements d'appoint et de secours de la même manière que dans le fonds chaleur. Voilà, c'est une modalité qu'on a gardée. Une dernière question qui sort un peu du cadre, Elsa. Dans le cadre de l'aide à l'écologie, à qui faut-il s'adresser pour avoir des renseignements sur la mesure et les haies d'arbres et sur les projets de plantation d'arbres? Alors là, je vous avoue que je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'en direction régionale, ils ont un peu plus de renseignements. Ok, donc s'adresser aux directions régionales. Je passe du coup à l'AMI Indus Descartes. Alors, je pose la question parce que pour que ce soit bien clair, hein, va-t-il être reconduit en 2021? Alors, non, normalement, donc c'est toujours normalement, non, la clinique est ciblée sur 2020 pour pouvoir par la suite monter un AAP, du coup, qui aura du financement sur les thématiques qui ont été ciblées suivant les dossiers déposés, suivant les projets déposés, du coup, dans l'AMI 2020. Donc, normalement, non, il n'y aura pas d'AMI en 2021-2022, mais ça conduira à un AAP en 2021 et 2022. Une personne rebondit sur vos propos. Seuls les projets permettant une décarbonation significative de la production de chaleur pourront être soutenus. Qu'entendez-vous par décarbonation significative? Oui, alors, question. Bah oui, enfin là, normalement on cible les projets donc, qui indiquent la décarbonation, donc la réduction des émissions directes des gaz à effet de serre et aussi des autres émissions polluantes aussi. J'ai peut-être oublié de le mentionner, mais aussi les HFC par exemple ou les protoxydes d'azote sont aussi concernés par cette décarbonation, on va dire. Et j'ai pas bien saisi sinon la globalité de la question par rapport à ces termes de décarbonation. Alors, simplement reprenant les termes de la présentation qui était la phrase « Seuls les projets permettant une décarbonation significative de la production de chaleur pourront être soutenus » et il voulait une précision sur ce que vous entendiez par décarbonation significative. Voilà, c'était préciser le terme significatif, je pense. Sylvain, la question est pour Sylvain. Oui, là ça concerne oui, du coup la BCAT pour la production de c'était chaleur. d'accord. Nous, en fait, c'est assez simple, hein. Comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait des tonnes de CO2 évitées, donc qui correspondent de toute façon à au moins 12 000 MWh par an. Et après, on calcule les euros par tonne de CO2 évité. Donc, évidemment, il y a les projets qui vont être en substitution, ce que je disais, charbon ou fuel, vont engendrer plus de tonnes de CO2 évité et que des projets qui sont en substitution, par exemple, du gaz. Donc, voilà. Après, il y a pas, je dirais, forcément, plus le projet va être important, plus il y aura de tonnes de CO2 évité. Ça, c'est un peu mathématique. Et donc après, mais il va être sûrement plus gourmand en aide. Donc l'idée, c'est qu'on ait des projets qui sont clairement en substitution d'énergie fossile. C'est ça le sens. Je continue avec vous, Sylvain. Le coût d'un CPE peut-il être intégré pour atteindre le minimum des 3 millions de coûts du projet BCIAT? Je pense que là, c'est pas chez moi, ça. C'est pas chez vous, alors c'est la Parce que personne. les 3 millions d'euros, c'est plus le côté appel à projet.
Ouais, Oui, normalement, enfin, je ça l'ai concerne pris au plutôt milieu la de AP. votre question BCIAT. Oui, Elsa? Oui, Alors, est-ce que vous oui, pourriez enfin, normalement, répéter la enfin, question? je pourrais dire. Oui, enfin non, je peux répondre enfin, rapidement. Normalement, Vas-y. concernant les CPE, enfin dans le cadre de l'AP, normalement non, ils sont pas pris en compte ils seront pas pris en compte comme étant éligibles dans le cadre de l'AP. Merci beaucoup Maxence, et du coup je repasse au BCIAT. Il est indiqué que la présence de pelés pouvant servir à la nutrition animale annule la subvention. Ceci est vrai quel que soit le pourcentage de mélange. Alors la personne précise, si j'ai 10% de pelés pouvant servir à la nutrition animale et 90% de pelés biomasse, est-ce que j'ai 90% des subventions? Oula, là, on est quand même sur des projets assez précis. Je dirais que là, il faut revenir vers nous spécifiquement sur le projet. Là, on va avoir effectivement une question qui est plus qu'on veut éviter les conflits d'usage dans le cadre des plans d'approvisionnement. Donc, évidemment, notre but n'est pas que des combustibles biomasse qui peuvent avoir d'autres applications, notamment alimentaires ou même quand on pense par exemple à l'industrie du bois qui peuvent être utilisés par les panneautiers ou les papetiers. Le but, c'est pas de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Donc, on va être assez vigilant sur cette question de risque de conflit d'usage. Après, sur chaque projet, il faut voir évidemment quelle est cette valorisation actuelle, quelle sera la valorisation future, et si évidemment le projet garde une pertinence. Donc là, ce n'est pas une question de 90%, 10%, c'est plus une question de logique de projet et d'instruction de projet, quoi. Concernant l'aide de fonctionnement adossée au BCIAT 2020, nous avons modifié substantiellement au sens ICPE des installations existantes au charbon pour rendre leur injection polycombustible, charbon et biomasse. Techniquement, nous pouvons fonctionner avec ces dispositifs jusqu'à 95% biomasse et 5% charbon. Or, le déficit de compétitivité de la biomasse nous limite à ce jour à un mix 50-50. De telles installations peuvent-elles être éligibles à l'aide au fonctionnement BCIAT? Le potentiel de réduction atteint plusieurs centaines de kilotonnes CO2 annuelles d'émissions. Oui, alors ça nous intéresse, hein, ces projets-là, et qui évidemment nécessitent globalement des investissements assez limités, puisqu'évidemment c'est en gros remplacer potentiellement un injecteur et voire même dans certains cas, des investissements ont déjà été faits. Donc la question, c'est évidemment de faire en sorte que le charbon ne soit plus utilisé et donc de le garantir. Donc là, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un suivi sur 15 ans. Donc l'aide sera évidemment validée et versée que si on a substitué le charbon. Donc ces projets de substitution du charbon sur des installations existantes sont tout particulièrement intéressants, mais il faut garantir la substitution et donc dans la durée. Une question qui peut-être permettre aussi de rappeler qu'on prépare des webinaires en lien avec l'hydrogène. Est-ce que l'AP BCIAT s'applique à la production d'hydrogène à partir de biomasse? Non, non, c'est pas du tout le cadre, hein. On est là bien sur une valorisation thermique à partir de biomasse et pas une valorisation de la biomasse pour produire de l'hydrogène. Ça, enfin, c'est pas du tout dans le même cadre. Mais des dispositifs sur l'hydrogène vont bientôt être lancés. Et donc, comme le disait Julie, je vous invite à vous référer aux webinaires qui vont être organisés prochainement. Oui, on n'a pas encore communiqué dessus. On travaille avec l'ADEME pour fixer 2 dates dans les prochaines semaines. Évidemment, voilà, n'hésitez pas à aller régulièrement sur notre site pour être informé de leur lancement. Dans le plan d'approvisionnement, quelles sont les exigences en termes de durabilité de cette biomasse? Alors, on a des exigences liées notamment à la certification, donc PEFC, FSC ou équivalent. Donc, vous avez des taux minimums en fonction des régions, c'est-à-dire qu'on a pris en compte les taux régionaux aujourd'hui des filières forestières certifiées. Donc, vous avez une exigence de ce côté-là. Et évidemment, dans le cadre du plan d'approvisionnement et de l'analyse des différents fournisseurs, on va regarder justement quelle est la pérennité et la garantie qui est apportée par les fournisseurs. Qu'entendez-vous par industrie manufacturière? Alors, la personne précise, pour l'AP BCIAT éligible pour le fonds décarbonation, mais pas pour le fonds chaleur. Oui, alors il y a effectivement, le fonds chaleur est plus large que le fonds décarbonation. Le fonds chaleur s'adresse finalement à des filières industrielles, toute activité confondue, même le secteur agricole et le secteur privé. Donc, c'est-à-dire que les aides à l'investissement peuvent porter sur toutes ces installations-là, alors que le fonds décarbonation, qui est donc l'aide au fonctionnement complémentaire que peuvent solliciter les bénéficiaires, ne s'adresse qu'à l'industrie manufacturière selon les codes spécifiques qui commencent par un 1.
pour faire simple dans les codes NAF. Mais enfin, si vous tapez industrie manufacturière au niveau de l'INSEE, vous allez retrouver tous les codes qui correspondent. Toujours cette distinction entre les deux fonds. Le classement des projets dans l'AAP BCIAT prend en compte la partie fonds chaleur et la partie fonds décarbonation dans les euros investis par tonne de CO2 évité. Oui, en fait, la comparaison qu'on fait, elle est aide globale, aide à investissement et aide au fonctionnement ramenée aux tonnes de CO2. Hein. On va pas séparer les deux. On aura bien un classement avec l'aide globale. Le solaire thermique comme solution de décarbonation des procédés industriels est-il éligible à l'AMI ou à l'AP BCIAT? Alors, c'est pas dans l'appel à projet BCIAT, il y a un appel à projet spécifique dans le cadre du fonds chaleur pour les installations thermiques, donc les grandes installations thermiques, enfin solaires thermiques. Et donc, ça rentre pas dans ce cadre BCIAT. Évidemment, ça peut être intéressant d'avoir des installations solaires complémentaires à des installations biomasse. Hein. On a déjà eu des installations de ce type-là, mais c'est un appel à projet spécifique, grande installation solaire thermique. Et là, il n'a pas été lancé en 2020, il sera relancé vraisemblablement en 2021. Je repars sur le chat, Sylvain, Maxence et Elsa, où j'ai 4-5 questions supplémentaires, pas plus. Ça vous convient au niveau du timing? Parfait. Oui. Alors, donc j'ai Jonathan qui demande quel degré de précision doivent atteindre les projets déposés, des devis nécessaires? Donc, je suppose que c'est pour l'appel à projet, parce qu'évidemment, le degré de précision ne sera pas le même pour l'AMI. Alors, les devis, je dirais, ça peut notamment les devis justifier vos situations de référence. Ça peut être utile. Après, si vous jugez que c'est utile à la compréhension du projet, évidemment, sentez-vous libre de les joindre. Alors, j'ai 2 questions de nouveau sur les fameux 800 000 euros. Concernant les 800 000 euros d'aide exceptionnelle liée au Covid, il ne s'agit pas d'une aide liée au fonds de décarbonation, mais elle est quand même distribuée par l'ADEME pour des projets d'efficacité énergétique et elle est donc également attribuée par d'autres acteurs publics, point d'interrogation. Alors, en effet, elle n'est pas distribuée uniquement par l'ADEME. Et nous, on va se baser sur cette aide-là tout de même. Donc oui, en effet, il peut y avoir plusieurs opérateurs qui se servent sur cette enveloppe-là. C'est pour ça que c'est aux porteurs de projet de nous signifier si jamais il en a déjà bénéficié au titre d'une autre aide. Voilà, un autre commentaire sur le même sujet. Et de toute manière, 800 000 euros d'une enveloppe globale pas réservée à l'AP efficacité énergétique pour financer des projets supérieurs à 3 millions d'euros, ça semble faible. Oui, en effet, donc c'est pour ça que c'est aussi à vous de faire vos calculs et de voir ce qui correspond le plus à vos attentes. Une question sur la maturité des projets. Pour les projets, alors je pense que c'est pour Sylvain. Pour les projets matures, cela voudrait dire qu'en particulier, tous les coûts d'études et de faisabilité pourraient être exclus? Alors, pas tout. En fait, tout ce qui est études vraiment amont de faisabilité, là, on a un dispositif d'aide à la décision à l'ADEME pour financer ces projets-là, mais c'est en amont du dépôt du projet. Par contre, les coûts d'ingénierie font bien partie des coûts éligibles. Donc, c'est plutôt les ingénieries, on va dire, assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, mais pas effectivement des études de faisabilité en amont. Peut-on cumuler aide ADEME décarbonation et IPCEI si besoin de recherche pour avoir un taux de financement de 60%? Précis. Alors là, encore une fois, on est sur une question très précise. Je dirais bien que si vous avez des besoins en recherche, c'est que la technologie n'est pas nécessairement mature. Et donc peut-être que finalement, on n'est pas sur le bon guichet. Et une dernière question, alors de nouveau sur les 800 000 euros. Pas sûr toujours d'avoir compris quel type de projets peuvent prétendre à cette aide. Voilà, une dernière précision sur ces 800 000 euros qui posent beaucoup de questions aujourd'hui. Alors, tous les projets qui peuvent répondre à l'AAP sur l'efficacité énergétique peuvent prétendre à cette aide. En fait, c'est juste que cette année, exceptionnellement, on a dans le cadre de cet appel à projet, on a 2 modalités de calcul de l'aide. Donc, soit sur l'assiette éligible avec un taux en pourcent appliqué sur cette assiette, soit cette enveloppe des 800 000 euros. Donc, les thématiques sont les mêmes, les projets sont les mêmes. C'est au porteur de projet juste de choisir via quel système il préfère être aidé. Ok, merci beaucoup Elsa. Alors je vois que d'autres questions arrivent. Encore une fois, on les récupère et on les intégrera aux questions-réponses qu'on est en train de préparer suite à ces 4 webinaires
organisée avec l'ADEME. Elsa, je vous rends la parole pour conclure. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci pour vos questions. J'espère qu'on a pu répondre à un maximum d'entre elles. On va donc publier la foire aux questions et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Voilà. Bonne journée.